il y a ces règles que je trouve magnifiques quand je suis arrivé en Argentine. Je dis, ouais, ça me plaît beaucoup. À encourager. Et dans beaucoup de clubs européens, ça, c'est pas du tout les cas. Quels sont les comportements les plus problématiques que tu as pu voir? Je lui donnais un conseil un jour de coupe tous les réseaux pendant 2 mois. J'avais honte de moi-même de ne pas donner de la qualité au travail que je faisais. Un pronostic pour la Coupe du Monde? 1264, and I report of a squirrel. Bonjour et bienvenue sur Pouce, le média qui vous aide à décrypter, à mieux comprendre l'impact du numérique, des écrans, des réseaux sociaux et surtout qui nous aide à partager des solutions, des alternatives pour retrouver un usage plus équilibré du numérique. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être à Marseille, dans un magnifique endroit, avec Pablo Longoria, qui va pouvoir nous expliquer tout son rapport au numérique et les solutions qu'il a pu mettre en place pour pouvoir avoir un usage plus équilibré. Pablo Longoria, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, On peut se tutoyer? on peut se tutoyer, Parfait. c'est plus facile. Quelqu'un qui parle espagnol, c'est plus facile Ah bah, d'utiliser les tu. Donc si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est parce que tu es le parrain de l'association Attention Hyperconnexion et du média Pouce. Ça peut paraître un peu surprenant que quelqu'un qui vient du monde du football s'intéresse aux questions d'hyperconnexion, mais quand on connaît un peu plus ton histoire, on sait que c'est tout à fait logique. C'est surtout une situation dans laquelle tu finis à chercher d'aller plus loin que simplement un travail et de te poser beaucoup de questions sur la vie. Et c'est normal tout à fait, spécialement pour comprendre les différentes situations que je crois qu'il faut changer dans la société actuelle. Il faut changer dans les modes de vie actuels, spécialement quand tu les vis en première personne et que tu cherches de mettre des solutions, tu cherches de contourner un peu des situations. C'est vrai que les relations sociales ils ont changé beaucoup. J'étais le premier que je l'ai vécu dans ma peau. Toi, quand tu étais enfant, bon, très tôt, tu as été intéressé par le football et tu as été aussi très tôt hyper connecté d'une certaine façon, très jeune, dès 5 ans, si je ne me trompe pas. Ta passion était le football et tu l'as vécu d'une façon très, en quelque sorte, hyper connectée. Tout d'abord avec, par exemple, les jeux vidéo, le jeu de football, les matchs de football sur la télévision. Alors, tu vas me dire si c'est vrai que dès 12 ans, ta mère achetait 20 cassettes vierges VHS par semaine pour enregistrer les matchs et les analyser, c'est vrai ça? Oui, la pauvre, c'est vrai qu'on vient d'une famille de classe moyenne, moyen bas, et surtout, on n'habitait pas dans Oviedo, en ville, non? Oui. Et elle devait prendre les trains, aller dans un centre commercial, prendre des cassettes VHS pour Pour que toi, tu puisses enregistrer les matchs, enregistrer les matchs, les analyser. les analyser, avoir du temps, pas tout le temps en live, sinon de programmer. Ah oui, et programmer faire les enregistrements, etc. l'enregistrement. Donc, c'est vrai qu'il y a ce genre d'hyperconnexion depuis le Ouais. début, spécialement parce que mon père, il avait une chose qu'à l'époque, ça m'a aidé beaucoup, spécialement parce qu'il travaillait pour des entreprises technologiques. Il commercialisait les premiers ordinateurs Ah, en Espagne avec l'antesalle de l'Internet pour d'accord. être connecté. Donc, j'ai ces possibilités que ça m'a aidé beaucoup. Mais en même temps, ça a commencé un certain type de dépendance aussi sur la technologie, sur être connecté, sur chercher toujours de ne pas te perdre toutes les situations. Eh oui, d'accord. Mais d'un autre côté, ça t'a aussi permis de développer ta passion comme tu le voulais pour pouvoir, à un moment donné, à 14 ans, en l'an 2000, tu as créé un site internet qui s'appelait Soccerol, Socerole. Soccerol, et qui était consacré justement à la détection de joueurs de foot. Spécialement parce que à l'époque, il y a les doubles tranchants, non? D'un côté, la possibilité d'avoir un ordinateur, ça me permettait de commencer à utiliser des simulateurs. Oui, En Espagne, il y a une génération, ma génération, qui ont été super, on peut dire, addict à PC Football.
J'ai joué à la version italienne D'accord. de ce jeu, c'est aussi cette passion que j'ai pour l'Italie. Et surtout que tu te sentais le manager de ton équipe, tu faisais des acquisitions de joueurs, des ventes de joueurs, tu cherchais de gérer un club de football. Donc on a commencé très tôt. Et cette passion aussi pour chercher de voir le marché du transfert, ça c'est typique espagnol de ma génération. Après, j'ai cherché à développer tout ça et de penser comment est-ce que je peux rentrer dans le monde du football. Ça, c'était un rêve. Ce que je me disais, bon, avec les premiers Internet, les débuts d'Internet en Europe, je me suis dit, si j'ai fait des fiches des joueurs, je cherche à analyser des jeunes joueurs avec toute la possibilité qu'il y ait d'analyser les différents championnats parce qu'il y avait cette possibilité à la maison. Je crois que je peux prendre un avantage compétitif. D'accord. C'était un objet, ça te permettait d'atteindre un objectif que tu avais dès le départ, de pouvoir travailler dans le monde du football. Complètement, spécialement parce que je voulais me faire connaître. Eh oui. C'est la possibilité aussi d'Internet, c'est la possibilité aussi de chercher de te développer. C'était une possibilité plutôt que quelques journalistes pourraient s'intéresser à tes analyses, Mm. quelques scouts de quelques clubs, de lire ce que tu penses sur des différents joueurs. Mm. Et surtout, avoir la possibilité aussi d'être beaucoup informé pour chercher d'actualiser les sites web. Je mettais des résultats des matchs, j'analysais les matchs que je voyais le week-end. Est-ce qu'on peut dire que tu étais un peu un geek du football et de l'analyse des données? À l'époque, oui. Si on prend quand j'étais jeune, je cherchais d'avoir le maximum d'informations. Il n'y avait pas toute l'analyse des données. Mm. C'est aussi vrai que j'ai parlé avec un de mes collaborateurs la semaine dernière. J'ai parlé avec lui qu'on était un des premiers à utiliser des données dans le monde du football à la Juventus en 2015. D'accord. On a développé aussi cette possibilité d'analyser tout ce que les joueurs ils faisaient pendant les matchs, de chercher beaucoup l'analyse des données à l'époque. Donc, on était un peu un des premiers à l'utiliser. Mm. Je comprends. Et donc, déjà, la bonne nouvelle, c'est que pour tous les parents qui ont des enfants qui passent beaucoup de temps sur leur ordinateur, ça ne veut pas dire que c'est forcément problématique. On peut avoir une très belle carrière en ayant passé beaucoup de temps, tant que ça s'est fait dans l'objectif de développer une passion et ensuite une carrière. Donc ça a été quand même positif à ce niveau-là. Surtout d'avoir une utilité, non? Voilà. Je considère toujours que c'est de comment canaliser l'énergie et comment canaliser le temps. Ouais. Si c'est seulement pour passer le temps sans avoir aucun type d'objectif, et ce que je me mettais, et je crois que c'est positif aussi d'analyser, Mm. c'est que toujours ce que je faisais, c'était avec un objectif concret, et je me mettais aussi une sorte de limite, mais en même temps d'obligation. Parce que pour moi, c'était comme je dois m'obliger à faire un travail. Je dois m'obliger après que ça ait une utilité, que ça ait une connexion aussi avec ce que je vais mettre dans les sites web. J'avais une organisation mentale quand même importante. Tu n'étais pas dans un usage où tu te laissais happer par comme on pourrait le voir aujourd'hui avec le scroll ou avec les réseaux sociaux. On perd un peu la notion de l'objectif qu'on veut avoir et on se rend compte 1 heure après, 2 heures après, qu'on a perdu un temps considérable, c'est évaporé. Alors que ça, c'est le risque principal. Toi, tu avais un objectif donné, tu t'étais mis en place des règles, des garde-fous, etc. pour pouvoir fonctionner. Et aujourd'hui, maintenant, quel est ton rapport au téléphone, aux écrans, aux réseaux sociaux? J'imagine que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place quand on est personnalité publique, en plus dans un univers d'un sport très médiatisé. Euh, quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui? Et à quel moment tu t'es dit, là c'est peut-être un peu trop, il faut que je mette en place des solutions? Pour moi, il y a deux phases, non? Une phase jusqu'à pratiquement 2 ans et demi, où j'ai commencé à me rendre compte que ça prenait beaucoup mon temps d'une façon pas optimale. Et une deuxième phase qui arrive maintenant dans le moment que tu te rends compte des mauvaises utilisations que j'ai faisais. D'accord. J'étais un classique, que j'ai cherché d'être connecté à tout. Que si j'étais pas avec mon téléphone à regarder dans ce cas X que j'ai l'utilisé avec des finalités d'être informé, que si j'étais pas connecté,
je me perdais quelque chose, je me perdais l'actualité. Il y aurait quelque chose que ça allait pas m'arriver dans la tête pour faire mieux mon travail. Cette sensation de, si je suis pas avec mon téléphone, je perds mon temps. Ou si je travaille pas et je réponds pas à un email, c'est que j'ai fait mal mon travail. J'étais dans ce point, que c'est un point dans lequel, en fait, tu fais les choses, tu les fais pas bien parce que tu ne mets pas du temps de qualité quand tu dois te concentrer. Et en même temps, les choses, tu les réponds très vite, sans réfléchir, parce que c'est la culture de l'immédiat qui doit réagir. Ouais. Alors, quel a été le moment de déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, une expérience en particulier? Un moment où je me sentais que dans les différents rendez-vous, je ne donnais pas de la qualité. Et j'étais en rendez-vous et j'étais en même temps avec mon téléphone. Et dans les moments que je cherchais de faire des choses en même temps. Et Du que, multitâche. et que je voyais qu'en fait, le niveau de qualité de ce que je faisais a descendu dramatiquement, drastiquement. Et que j'ai analysé les réponses que j'ai données, par exemple à des mails, à des analyses que je devais faire, à la qualité des rendez-vous ou des réflexions que je faisais. Et en fait, moi, je me rendais compte que des mois après, ce n'était pas des réponses qualitatives. Et c'est dans ce moment que j'ai commencé à me rendre compte et à chercher de m'informer sur Internet de différents sujets. Parce que j'avais honte de moi-même de ne pas donner de la qualité au travail que je faisais, que je pouvais donner beaucoup plus. Je suis un perfectionniste et quand les choses ne se passent pas au niveau d'exigence avec moi-même que j'ai, dans ce moment, j'ai commencé à chercher sur Internet, Eh oui. analyser, investiguer un tout petit peu comment est-ce que je pouvais améliorer moi-même. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a ce paradoxe où quand on soit salarié, dirigeant, entrepreneur, on a peur de se couper de son téléphone parce qu'on a peur de rater une information, on a peur que ça ait un impact sur notre travail, que on va rater des nouvelles, des choses, des messages, des emails. Alors qu'en réalité, comme tu l'expliques, bah, ça impacte négativement et en fait, on est moins performant, on est moins présent dans ce qu'on fait. Parce que être à une réunion et en même temps avoir son téléphone, bah forcément, on ne suit pas correctement ni la réunion, ni ce qui se passe sur notre téléphone. Et donc, ça demande beaucoup de courage de mettre en place des choses pour à redescendre un peu son usage. Et toi, tu es la preuve qu'on peut être dirigeant. Tu as quand même été dirigeant de l'Olympique de Marseille, tout en diminuant son usage et en restant très performant. Et au contraire, finalement, on va mieux travailler. Absolument, il y a tous les composants professionnels dans lesquels tu cherches pendant les rendez-vous de mettre ton téléphone en silence. Ouais. Tu cherches quand même dans les périodes de répondre à des emails ou de répondre à des messages, de ne pas chercher de faire une autre chose. Oui. Ça, c'est un peu la solution que j'ai cherché de me donner, d'avoir des différentes périodes pendant la journée, de chercher de dédier du temps qualitatif et de concentration, parce que je crois que c'est lié à la concentration Absolument. aussi. C'est une des questions aussi, tu es l'expert de comment ça peut influencer la concentration. Aussi, c'est un volet de santé que je crois, spécialement parce que si la dernière chose que tu fais au lit, c'est d'être avec les réseaux pour chercher des différentes informations. Si la première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est de voir tous les emails qui sont arrivés ou de répondre des messages, en fait, j'ai vu aussi, et c'est le même moment où tu cherches de te mettre des wearables. Comment? Des wearables. Comme par exemple les WOP. Ah ouais, d'accord. Et tu vois que la qualité de ton sommeil, Ah, ouais. c'est Tu as dramatique. suivi, toi, tu as fait un tracking, une mesure de ton sommeil. Oui, Tu as vu que ça avait perturbé ton sommeil. absolument. Et dans les moments que j'ai commencé à mettre des mesures, comme par exemple de ne pas répondre à des messages 30 minutes avant d'aller dormir, chercher d'éviter de voir des écrans 30 minutes avant de dormir. Oui, oui. La première chose que tu fais le matin, c'est de prendre un peu le soleil, de te réveiller tranquillement et pas avoir la pression de voir qu'est-ce que ça se passe dans ton téléphone.
j'ai vu que la qualité de mon sommeil et la récupération, que c'est important pour tous les dirigeants. Absolument, C'est important. La lucidité, ça a augmenté. absolument. Ça, c'est un point extrêmement important. On oublie le fait que quand on est dirigeant ou quand on est indépendant, quel que soit notre métier, notre énergie mentale, elle n'est pas infinie. Et pour pouvoir bien travailler, être efficace, performant, ben, il faut qu'on ait des phases de récupération, comme un sportif en fait. Et donc le sommeil, c'est vraiment, je pense, un des piliers principaux de la santé mentale et physique. Et aujourd'hui, l'un des plus gros perturbateurs du sommeil, c'est les écrans. Parce qu'ils vont nous stimuler mentalement, ils vont retarder l'endormissement. Donc ça veut dire que toi, concrètement aujourd'hui, il n'y a pas de téléphone dans ta chambre le soir? Comment tu fais? Je cherche de les mettre dehors de la chambre. Ouais. Je me suis acheté un réveil Ah, très bien, un réveil? Ouais. de façon traditionnelle. Eh oui. Même le réveil est connecté avec le téléphone, Ok. mais le réveil, il dit l'heure que tu dois aller au lit. Il te coupe ton téléphone 30 minutes avant Ok. et il cherche d'avoir une lumière rouge quand tu vas dormir. D'accord. Et au même moment, il cherche de te réveiller doucement pendant un moment, 10 minutes. Comme ça, tu ne te réveilles pas automatiquement avec le téléphone, Eh oui. les clashs du téléphone. Je cherche de dormir avec le téléphone dehors de la chambre. Pas tout le temps, mais possible. Personne n'est parfait. Personne n'est parfaite, mais c'est vrai que je cherche de m'obliger à dormir sans le téléphone dans la chambre. J'ai un problème aussi qu'on a beaucoup d'Espagnols, Ah. que c'est qu'on était habitué, ma génération, à dormir avec la radio. Ah. Donc, ma connexion avec le cerveau pour dormir, parfois, il vient en écoutant des podcasts. Oui. Et je cherche de mettre les podcasts avec les réveils. Donc, c'est un peu ça la partie négative. Après, voilà, on cherche l'objectif, hein, nous on le dit aussi chez Pouce, c'est pas de tout changer brutalement dans sa vie, mais de mettre en place des petites solutions et petit à petit de réussir à progresser, hein. C'est une démarche, bien sûr. Mais moi aussi, j'écoutais beaucoup la radio le soir. Il y a eu tout l'essor des radios libres quand j'étais adolescent. Donc j'écoutais beaucoup la radio la nuit. Ouais, c'est quelque chose d'assez courant dans notre génération, je pense. Pour revenir aux réseaux sociaux, étant donné que toi tu es un personnage public, est-ce que tu as eu des moments difficiles, en particulier qui se sont passés sur les réseaux sociaux et qui ont impacté du coup ta vie professionnelle ou personnelle? En général, toujours j'ai une règle, c'était que j'utilisais toujours les réseaux sociaux pour être informé. Mm. Sauf dans les moments de beaucoup de crises, Oui. dans tous les différents clubs, spécialement en Valencia, ici à l'OM, dans le passé, où c'est vrai que tu suis un peu tout ça que ça se dit autour de ta personne, mais spécialement ça c'était plutôt actif dans les moments de crise. En général, toujours, j'ai cherché de mettre cette limite mentale et toujours, j'ai cherché d'obliger ma famille de mettre cette limite. Pas tout le temps était possible. Mm. C'est normal, spécialement pour les personnes qui sont proches Oui. de toi. Ça impacte aussi les proches, effectivement. Ça impacte beaucoup les proches. Spécialement, c'est les proches qui cherchent toujours de lire ce que ça se passe autour de toi. Et oui. Moi, j'ai cherché toujours de tenir ces distances et de les faire seulement pendant les périodes seulement de crise, et que c'est normal un peu poursuivre toutes les différentes situations, mais aussi j'ai cherché de m'inventer des solutions pour chercher d'être informé, pas pour être déconnecté du monde et être complètement hors de contexte. Ouais. Et que c'est que finalement, j'ai cherché d'avoir des personnes autour de moi qui avaient un contrôle des réseaux sociaux et qui me faisaient le filtrage. D'accord. Donc, tu as mis en place un système où tu n'es pas directement en gestion de tes réseaux sociaux, tu as des personnes quand même qui vont pouvoir filtrer pour te permettre de toi gagner un peu cette distance. C'est ça que tu nous expliques. J'ai cherché de faire des choses, sincèrement. Un, c'était d'avoir des personnes autour de moi qui me faisaient un suivi le matin, Ouais. après-midi et nuit et m'envoyaient un snap
Ok. des 3 moments de reporting. 3 moments de reporting pour Ouais. voir la tendance sur les différents réseaux, pour pas m'obliger à être moi en première Ah oui. personne qui suit. Donc du coup, tu n'es pas obligé de te reconnecter toute la journée. C'est des Exactement. moments définis dans la journée. Tu as un rapport. Voilà ce qui s'est dit, voilà la situation. Par exemple, une des premières choses que j'ai demandé quand je suis arrivé à River Plate, c'était au service de communication du club de m'envoyer très reporting pendant la journée pour éviter d'être contaminé entre guillemets par l'ambiance et de m'obliger à être sur les réseaux si je voulais suivre l'actualité. Un deuxième, c'était aussi de chercher d'éduquer. Moi, l'unique réseau que j'utilise activement, c'est X, pour D'accord. chercher d'être informé. Et pourquoi ce réseau-là en particulier? Parce que il n'est pas connu comme étant le plus bienveillant. Bienveillant. C'est surtout en éducation, spécialement dans les périodes de mercato, D'accord. pour chercher de connecter de quel club fait quelque chose, quel club fait ci, avec des systèmes d'alerte sur les différents joueurs que je suivais pour chercher de mettre les différentes news. Et c'est vrai que quand il y avait des sujets sur X qui n'allaient pas dans la direction où j'allais, j'ai cherché complètement de les éviter. Toujours, tu as la tentation et Oui. tu éduques mal ton algorithme si tu commences à regarder des autres sujets parce que c'est sur le temps d'utilisation d'un poste dans lequel tu conditionnes tout. Oui. Et j'ai cherché pendant des moments à faire artificiellement déconnecter ou la direction que je voulais. D'accord. Donc c'est une forme d'intelligence économique sportive pour chercher des informations, pour identifier les joueurs, les bons moments, les bons timings. Donc c'est vraiment une utilisation d'analyse pour ton travail, quoi. C'est vraiment. Oui. Est-ce que à titre personnel, tu as aussi des usages de sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube de... Par exemple, on en discutait avec un autre invité, Thomas Wiesel, qui est humoriste. On est allé voir à Lausanne. Et il disait qu'il pouvait se retrouver dans des vortex où on démarre, on cherche un tuto, et puis en fait, après, on se retrouve à regarder des vidéos, regarder des compétitions de caddie. Ça fait des choses complètement insolites, absurdes, inattendues. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'arrivent ou pas du tout? Ou toi, tu as vraiment une utilisation pro des réseaux? J'ai une utilisation pro, spécialement parce que sincèrement, Instagram, je ne l'ai jamais utilisé dans D'accord. les dernières années. Ok. J'ai jamais utilisé TikTok, jamais. Donc sur X, c'est vrai que ça arrive des moments, mais que je cherche de mettre beaucoup de limites, que tu te retrouves à voir des vidéos, des choses absurdes. Mais je considère en même temps que si tu cherches de les mettre en limite dans le temps, à dire 15 minutes, D'accord. que c'est un moment plutôt de déconnexion, si tu sais mettre des limites. Parce qu'au début, mais ça m'a passé plutôt il y a 10 ans ou quelque chose comme ça, tu te rends compte que le temps passe et tu fais 1 heure et demie. Mais en même temps, c'est aussi ce component professionnel que j'ai, que j'aime pas perdre mon temps. Et dans les moments que j'avais la sensation de passer 1 heure et demie à perdre mon temps professionnel, c'est dans ces moments que j'ai su chercher de mettre un peu de limites. Eh oui. Ça, c'est quand même quelque chose de complètement dingue. C'est que on est tous à la recherche de temps. Tout le monde me dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de voir ma famille. J'ai pas le temps de faire mes hobbies. J'ai pas le temps d'écrire, dessiner, peindre, faire du sport. Euh, et on voit qu'on passe plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux. En fait, on se rend compte que quand on diminue l'usage des réseaux sociaux, en fait, on gagne du temps. C'est ça, en fait, que tu es en train de nous dire. C'est que ça t'a permis de gagner plus de temps pour faire d'autres choses plus utiles pour toi. Donc, finalement, il y a plus de bénéfices que de problèmes de perte, en fait. J'ai un mot que j'utilise que c'est temps de qualité. Temps de qualité. Je cherche de donner du temps de qualité à la famille. Mm. Je cherche, depuis que je cherche de me déconnecter digitalement, de donner ce temps à la famille et de chercher de faire du temps plus qualitatif. Mm. Mon problème, c'était pas surtout les réseaux, je crois. C'était plutôt répondre des messages. J'ai la nécessité de répondre immédiatement à un message parce qu'ils m'ont demandé cette chose et je dois répondre avec immédiateté. Ouais. Je La dois réactivité. chercher de voir que j'ai reçu un email et je pouvais être en train de regarder la télé ou avec la famille.
ou en train de regarder, en train de dîner, de regarder un message ou de répondre à un message. Et j'ai cherché les temps que je suis à table, chercher de couper le téléphone. Les temps que je cherche quand ma copine arrivait à la maison de donner au moins 30 minutes sans téléphone pour commenter la journée. C'est un peu ce temps de qualité. Après, tu ne peux pas déconnecter complètement du travail quand il y a un certain type de responsabilité. Ou chercher d'éduquer tes collaborateurs qui, à partir d'un certain heure, ça doit être urgent parce que sinon, je réponds le lendemain. C'est un peu comme tu éduques aussi tes collaborateurs dans le quotidien et dans l'utilisation de la technologie. Chercher de ne pas répondre des emails qui peuvent attendre le lendemain. C'est ça. Chercher un peu de priorités aussi. Oui. Ça, c'est un vrai sujet qu'on retrouve en entreprise. L'essor des messageries instantanées, WhatsApp, Teams, Slack ou autres, font que tous les messages se mélangent et on ne sait plus si c'est urgent, si c'est important. Et il y a cette pression à l'immédiateté qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Donc, toi, ce que tu dis, c'est pour retrouver du temps de qualité et à la fois perso et pro, bah, il faut aussi éduquer autour de nous pour redéfinir ça c'est urgent, ça c'est pas urgent. Ça, bah, si tu m'écris le soir, bah, je te répondrai le lendemain matin parce qu'on a défini les règles en fait. C'est ça. C'est ça en fait, mais c'est dans les deux côtés quand tu dois manager des gens. Oui. Moi aussi comme manager, je cherche toujours quand je pose une question de définir si c'est prioritaire et urgent ou si c'est quelque chose que ça peut attendre un jour, 2 jours. Quand j'écris des messages tard, par exemple, parce que je ne vais pas oublier, je mets toujours une notification de ça peut attendre demain, c'est pas urgent, vous pouvez me répondre demain. Je cherche aussi d'obliger les gens pour pas chercher de mettre de la pression. Ce que je ne vais pas faire, de ne pas chercher que les autres ils se sentent en obligation pour chercher de, comment dire, me faire plaisir. Oui. C'est à la fois la culture d'entreprise que tu vas créer et aussi l'exemplarité du dirigeant. Parce que si le dirigeant dit à tous ses employés, vous connectez pas, coupez le soir, le week-end, vous faites pas de multitâche, mais que lui-même, en réunion, il est sur son téléphone et qu'il répond à tous les emails le dimanche, ça marche pas. Donc effectivement, il faut être aussi exemplaire. Alors on va passer à un autre sujet, qui est plutôt la question des réseaux sociaux et du numérique dans le monde du football en particulier. D'autant plus que bientôt arrivent des grosses échéances, notamment la Coupe du Monde. On voit de plus en plus dans les médias, dans des articles, le fait que les joueurs sont très hyper connectés, aussi parce que parfois ils ont grandi aussi dans cet univers-là. Il y a eu un article dans l'Équipe qui disait en avril, des témoignages, qui relayait des témoignages de joueurs qui disaient qu'ils passaient vraiment de plus en plus de temps, que ce soit avant, pendant les matchs ou après, sur les réseaux, qu'après le match, le premier réflexe était de regarder ce que les réseaux disaient de leur performance, et que ça changeait l'ambiance dans les équipes, ça changeait l'ambiance dans un groupe. Est-ce que toi, tu as pu constater ça dans les équipes de joueurs, que ça avait un impact sur eux, comment ils le géraient, et qu'est-ce que tu dirais à un joueur aujourd'hui par rapport à ça? C'est un sujet sensible, je crois, spécialement parce que ça peut être, ça dépend de la canalisation, non? Je crois que généraliser, c'est pas jamais une bonne chose. Vous dire ça c'est la chose correcte. Moi, je dis toujours une chose. Un joueur, il a besoin, spécialement avec des jeunes générations qui se sont agrandis avec les téléphones. Moi, j'ai un problème que je suis un peu à moitié, que j'ai passé ma adolescence avec le téléphone et que d'un jour au lendemain, aussi pour le travail, je cherche d'être super connecté pour ne pas me perdre de différentes choses. Mais des gens qui se sont agrandis comme ça devient une habitude dans laquelle c'est ta propre configuration. Une chose que je tiens à dire toujours, c'est si ça sert dans les réseaux pour chercher, c'est peut-être la mauvaise façon de déconnecter mentalement sur la pression et te concentrer sur la compétition pendant un moment. Ça peut être positif, que tu te mets dans ton monde et ça c'est ton monde. Mais de l'autre côté, je considère que ce qui est négatif sont des choses. Un, chercher de voir ce que les gens pensent sur toi
en permanence, spécialement parce que ça, c'est une partie de la réalité. Parce que pas tout le monde qui est content va l'écrire. Spécialement dans un monde où la passion et l'immédiateté, ça fait parler plus de la polémique que la bienveillance, non? Spécialement sur les réseaux. Les avis négatifs sont plus partagés que les avis positifs. Et on s'exprime moins pour donner des compliments, ça c'est vrai. C'est normal, mais ça, tu dois être fort psychologiquement pour savoir que ça, c'est une partie de la réalité. Si je peux donner un conseil, c'est toujours, ça, c'est une partie de la réalité. Et ce que tu dois te mettre, c'est sur ton cercle le plus proche et des personnes qui te disent à tout le temps la vérité. Ça, c'est plus important que comprendre ce qu'ils disent les réseaux sur toi. En même temps, il y a un deuxième sur la vie d'un sportif de haut niveau, que c'est que le téléphone et la totale individualisation de ce que tu fais, ça ne peut pas mettre en péril, en danger, les moments collectifs qui sont nécessaires pour la création d'un groupe. C'est ça, en fait, ce que je vois que c'est la tendance naturelle la plus dangereuse que ça existe dans ces moments dans le monde des sportifs de haut niveau. Des moments où il y a une mise au vert, il y a un déjeuner d'équipe. Oui. Tu vois tout le monde avec son téléphone. Ça, c'est dangereux, spécialement parce que c'est impossible que tu connectes avec tes coéquipiers. Oui. Ou les moments après la tension d'un match, que tu ne cherches pas l'appui de tes coéquipiers, tu cherches de comprendre individuellement ce que c'était ta performance et chercher de voir ce que les gens ils pensent de toi. C'est plus important peut-être pour moi ce que ton coéquipier il pense de toi, ce que tu penses de l'équipe. Ce n'est pas ta performance, c'est la performance aussi de l'équipe et de chercher de te concentrer à parler avec tes coéquipiers et analyser, de chercher d'attendre ce que c'est le débrief du coach et ça c'est le premier input que tu as dans ta tête. J'étais choqué parfois, et c'est surtout dans les moments de joie, tu cherches de partager. Parfois, ça c'est la chose que ça me choque beaucoup de l'hyperconnexion, spécialement dans le football. S'il y a un moment de joie, tout le monde cherche de partager la joie avec tes coéquipiers. Les jours qu'il y a une défaite, tu cherches de te mettre en toi-même, être avec ton téléphone pour voir si la critique ça va se tourner envers toi. Et tu n'as pas l'input collectif de chercher l'appui de ton coéquipier dans les moments négatifs, tu ne trouves pas, ou de chercher l'aide d'un coach. C'est là-bas les moments plutôt individuels. Le partage et la joie, tu cherches de la partager. Mais par contre, la défaite et les moments négatifs, ça c'est psychologiquement quelque chose de dur parce que tu te concentres sur toi-même et tu comprends que la critique c'est individuelle et pas c'est partager, de chercher, de trouver des solutions en commun. Alors que c'est précisément le moment où on aurait le plus besoin du groupe en fait. Exactement, c'est ça que je crois que c'est une tendance que ça puisse changer, c'est un conseil que je donne, c'est une analyse que je fais dans l'actualité. C'est difficile en fait, parce que dans les moments négatifs, c'est humain de penser comment est-ce que je peux être épargné de la critique. Si jamais personne aime être critiqué, tu sais que dans les moments d'une défaite, c'est ça que ça va arriver. Et est-ce que les joueurs ils sont formés à ça, à la gestion de leurs réseaux sociaux, de leur rapport au numérique? Est-ce qu'il y a des accompagnements, des formations pour eux là-dessus? Ça, c'est un défaut qu'on a les clubs en général, que je crois que la gestion de la défaite, spécialement dans des ambiances passionnelles, ça doit être quelque chose avec lequel tu dois chercher de les éduquer, pas avec 27, 28 ans, c'est possible. Mais surtout dans les différents centres de formation, je cherche de donner ces conseils à tout le monde. Je crois que les suivis psychologiques pour te préparer à un niveau d'exposition médiatique, que ça va être brutal dans l'avenir. Je crois que pour la propre santé psychologique des joueurs et pour la propre autoprotection de ta santé mentale et des réflexes et de création aussi des dynamiques de groupe, parce que le football dans ce cas, c'est un sport très collectif, spécialement tu joues à 11, tu joues à 16 avec les 5 changements, tu joues à 21 avec tous les joueurs que tu dois partager, la mise au vert, les vestiaires. C'est un sport très collectif dans lequel je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre que tu fais partie d'un groupe et que tu dois trouver les solutions, pas en cherchant de t'épargner de la critique, sinon en cherchant de partager avec tes coéquipiers ta peur, la peur de la critique, les doutes
sur la performance, des doutes de jouer sur les moments difficiles, comment gérer la passion de tout ton environnement. C'est difficile de changer ton environnement. C'est plus facile de changer toi-même et de chercher de trouver avec ton coéquipier un appui. Quels sont les comportements les plus problématiques que tu as pu voir sur les réseaux sociaux ou au sein de cet usage? Les doutes sur toi-même. Ça peut renforcer, potentialiser les doutes qu'on a sur soi-même. Et la peur. Et la peur. Et la Ouais. peur à jouer, la peur à oser, à tenter de faire des choses. Je dis toujours à mes joueurs, il y a ici le succès, non? Le contraire des succès, pour moi, c'est pas l'échec. L'échec et le succès sont liés. Pour avoir des succès, tu dois avoir des échecs dans ta vie. Tout le monde. Je considère même l'échec, je le considère positif, c'est tu sais le canaliser, tu sais l'analyser. L'unique chose que ça va jamais te porter au succès, c'est l'inaction. Et je crois que la peur, les doutes, ça te porte à l'inaction, à pas risquer, à pas tenter de faire des choses pour la peur d'être critiqué dans l'avenir, pour prendre les choses en main. Et je crois que là-bas, c'est la chose où il y a un niveau d'influence le plus grand. Moi, je l'ai vécu à Valence avec un joueur où il avait beaucoup de doutes sur lui-même. Et il était très influençable pour ce que les réseaux disaient sur lui. Je lui donnais un conseil un jour de coupe tous les réseaux pendant 2 mois. Comme ça. Comme ça. Intégralement. Tout. Ouais. Concentre-toi sur ta vie. Tu es un mec qui a beaucoup de problèmes familiaux. Très rare où tu es maintenant. Tu es dans l'avant-porte d'être dans ton équipe nationale. Un mec, il avait tout dans la vie, mais il doutait beaucoup de lui-même pour son entourage familial, de sa histoire de vie, et qu'il est percé dans le monde professionnel très tard. Et lui, il jouait en 20% de ses possibilités les premiers mois avec nous. Et ça, c'était quelque chose que ça m'a choqué. Et dans les moments qu'il a coupé avec les réseaux, c'était une personne complètement différente parce qu'il le sait. Il disait, bon, qu'est-ce que ça peut m'arriver du mal? En fait, je dois avoir confiance en moi-même. Donc le fait d'avoir coupé les réseaux sociaux, ça a eu un impact sur ses performances. Il a mieux joué et il a amélioré ses chances de développement de carrière en fait. Je crois que dans ce cas, ce n'est pas applicable à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi que tu dépends aussi de ton héros pour ta confiance dans les moments aussi positifs. De ton héros? Héros, ton érocentrisme, ton bien-être. Ah oui, d'accord. Parce que tu veux te sentir aimé dans les moments positifs. Ah oui. Il y a ça aussi, non? Pour ça que généraliser, c'est jamais bon parce que ça peut te donner un surplus de confiance dans ces moments. Oui. Mais en même temps, ça dépend aussi de la confiance que tu peux avoir dans toi-même. Je crois que pas tout le monde il a la même personnalité, mais je crois que plutôt les personnes qui ont des doutes sur eux-mêmes. Moi, je l'ai passé dans ma vie, non? Dans les moments que tu te doutes, c'était à la hauteur, pas à la hauteur. Je crois que dans les moments que tu commences et toute ta famille commence à te faire passer tous les messages qu'il y a autour, ça te fait douter encore beaucoup plus sur ça. Et tu dois être fort mentalement pour chercher de changer la situation et que ça ne te mette pas dans un boucle négatif parce que sinon ça arrive très vite et tu cherches pour te protéger de ne pas prendre des décisions. Oui, oui. Là, on touche presque à des questions de santé mentale aussi pour les joueurs, les dirigeants et tous ceux qui nous regardent qui peuvent avoir ces sujets-là, d'avoir des doutes sur leur capacité, leur potentialité. Clairement, quand on commence à douter, aller sur les réseaux sociaux, quand on est quelqu'un de public, c'est sans doute la pire idée à faire parce que là, ça va potentialiser, on va se prendre tous ces messages qui peuvent être assez violents. Qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu conseillerais aux gens d'être accompagnés aussi, peut-être par des psys, des coachs, des préparateurs mentaux, puisque c'est aussi maintenant une discipline dans le sport, ou d'en parler à leurs proches? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Parler à tes proches. Ouais. Ça, c'est la première chose. Mm. Et de chercher de te retrouver avec tes proches dans les moments de difficulté
parce que c'est là-bas que tu vas t'obliger à passer du temps avec eux. Ça, c'est le premier pas. Après, c'est normal de t'informer, avoir des gens autour de toi qui te donnent des conseils. Ça, c'est normal. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Mais la première chose, c'était de rendre compte toi-même que si tu passes plus de temps de qualité avec les tiens, si tu vas partager un dîner avec ta famille, tu dois la partager avec ta famille. Tu ne dois pas la partager avec ton téléphone. Tu ne dois pas la partager, avoir des différents sujets parce que c'est la première chose que ça te passe dans le cerveau. En fait, le cerveau a besoin aussi de des choses, selon mon opinion. Et ça, tu peux la confirmer mieux que moi. Le cerveau a besoin de s'ennuyer. Oui. Même si tu t'ennuies avec ta famille, ça va être positif. Tu ne vas pas chercher d'avoir ton niveau de cerveau toujours à être en train de s'amuser, d'avoir le niveau de dopamine très haut. Non, tu dois chercher aussi t'ennuyer, c'est positif pour la vie. Ouais, donc ça, c'est un message pour tous ceux qui passent des repas de famille et qui s'ennuient à mourir et qui se disent je préfère être sur mon téléphone que parler à mon oncle qui dit des trucs bizarres à table, etc. Non, même si vous ennuyez pendant un repas de famille, ça sera meilleur que passer sur les réseaux sociaux. Et effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, le lien social, un capital social, donc la famille, les proches, les amis, les collègues, l'équipe, si on est dans une équipe de sport, c'est un des éléments les plus importants pour diminuer les risques de développer des troubles, que ce soit physiques ou donc le risque de blessure aussi, c'est important pour le sportif, mais pour diminuer les risques physiques et les risques en santé mentale également. Donc c'est un des points les plus importants avec le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Donc c'est les 4 piliers pour développer une meilleure résistance à tous les problèmes de la vie en fait. Mais je le vois, si tu as un cerveau super stimulé, en fait, comment tu vas récupérer après? Je sais pas, ce week-end, je l'ai passé dans un hôtel avec spa, loin de tout, sans bruit, sans rien. Et je vois que mon groupe, il a passé 4 semaines en Argentine, en jaune. Avec une récupération, c'est bien, mais c'est pas optimal. Ça passait au vert dans les moments que ton cerveau n'était pas surestimulé ou en train de penser à 50 000 choses et que tu as passé du temps qualitatif avec la famille. Oui. Je suis allé dîner sans mon téléphone, seulement avec la compagnie, en cherchant de partager. Pas tout le temps, peut-être que la conversation c'est celle que ça t'intéresse le plus, mais tu dois chercher aussi ça, parce que quand il arrive un moment dans la conversation que ça te plaît, tu dis ok, ça me plaît, tu es dedans de la conversation. En fait, je crois que aussi l'autorégulation du cerveau, c'est très important. En fait, c'est très important aussi que tu aies un niveau de régulation de ton cerveau. Ça, tu ne peux pas être toujours en train de t'amuser. Non. Parce que sinon, quand tu t'amuses, ça c'est la chose normale. Et tu ne prends pas le plaisir quand il y a des moments de rigolade, des choses. Je me rappelle une chose, non? Peut-être que les moments les plus plaisants de ma vie, et je parle beaucoup avec un ami d'enfance, sont ceux qu'on a passés ensemble dans un camping. À part qu'après, il y a beaucoup de bons moments. Mais j'ai la sensation qu'après, il y a beaucoup de moments qui sont instantanés et des autres que ça se sont un réflexe parce qu'ils ont passé les journées à parler. On s'ennuyait de fou. Et aujourd'hui, comme ça, on s'ennuyait aussi de fou. Ce sont des moments qui sont restés très plaisants parce que tu te rappelles des moments positifs comme super positifs. C'est vrai. C'est un très bon conseil. Essayer de ne pas avoir peur de l'ennui, en fait. Ça peut être des bons souvenirs après aussi. Alors, quelques petites questions. Alors, je regarde, on est bon. Tout va bien, j'en profite, tout va bien sur le son, parce qu'il y a du vent, mais tout va bien. Ok, la lumière, tout. Ok. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu voudrais rajouter, ou des choses que tu voudrais dire aux gens, ou aux sportifs ou... Donc, je peux dire une chose que c'est clair, non? Une des choses que ça m'a surpris quand je suis arrivé en Argentine, c'était que dans les repas d'équipe, les déjeuners ou les dîners, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé ça super, non? En plus que je m'intéresse beaucoup à ce sujet de comment faire un groupe ou des interactions entre les gens. C'est complètement interdit le téléphone pendant une heure pour déjeuner, pour les repas, et que tout le monde, tu vois, que cherche, même tu vois des gens qui sont ennuyés, mais que tu dois t'ennuyer. Et tu dois t'ennuyer avec ton équipe et tu dois chercher des sujets de conversation à table.
il y a ces règles que je trouve magnifiques quand je suis arrivé en Argentine. Je dis, ouais, ça me plaît beaucoup. À encourager. Et dans beaucoup de clubs européens, ça, c'est pas du tout les cas. Et d'après toi, pourquoi en Argentine, on est OK pour interdire, entre guillemets, le téléphone pendant les repas, et pourquoi dans d'autres endroits dans le monde, on a peur de le faire? Pourquoi? Je crois qu'il y a surtout ces situations de groupe que c'est plus lié à la culture des joueurs argentins de football et les sentiments aussi de partage. Peut-être aussi autour des traditions qui sont là-bas, que les matés, c'est un moment de partage, que socialement encore, il y a ce moment de partage. C'est aussi vrai qu'en étant une société très de partage, et beaucoup de conversations, parce que les conversations ici sont de 30 minutes, en Argentine, normalement, sont de 60 minutes, ou de 45 minutes. En plus, moi, j'aime beaucoup parler, donc aussi, j'aimais ça. On est très content d'ailleurs de ça. Et tu cherches en fait, comme c'est un moment de partage, de ne pas utiliser le téléphone. Et je vois aussi que dans l'action sociale et l'interaction sociale, peut-être pour ces sentiments de collectif, et d'avoir des moments de partage encore et que les gens tiennent à ça, j'ai la sensation en Argentine que beaucoup de gens ils évitent d'utiliser le téléphone pendant les repas et pendant les moments de partage. C'est vrai, alors pour ceux qui ne connaissent pas le maté, donc effectivement, c'est une tradition très présente encore dans la culture en Argentine, où c'est une infusion d'herbe qui est dans un pot spécial avec une paille en spéciale et on se passe ça dans un groupe. Il y a un seul pot pour tout le monde et c'est un moment de partage et d'échange très important en fait. C'est un moment social. Un moment social. Ouais. Donc c'est vrai peut-être qu'on manque aussi de rituels comme ça. Peut-être que ça serait ça la solution aussi, d'essayer d'instaurer des rituels à inventer ou à récupérer, si on en a déjà dans notre culture, de moments d'échange social où oui, on est ensemble. Peut-être qu'on va s'ennuyer, peut-être pas, peut-être qu'on saura pas quoi se dire, mais au moins on a ce moment et on est ensemble et on doit le vivre ensemble. Et effectivement, je pense dans une équipe, que ce soit une équipe sportive ou une équipe dans une entreprise ou dans une famille, c'est important aussi de connaître les gens par rapport à des choses qui ne sont pas liées à leur activité. Des joueurs de foot dans une équipe, j'imagine que c'est important qu'ils connaissent les uns des autres leur vie, leur hobby, leur passion. Il n'y a pas que le foot ou il n'y a pas que le travail. Ça peut aider peut-être dans un... Non? Tu prends un de mes théories, que c'est qu'en équipe de sportifs de haut niveau, je peux parler du football, que c'est la chose que je connais le plus, tu peux faire beaucoup plus de collectifs dans les moments que tu joues pour quelque chose de supérieur à toi. Peut-être qu'une chose supérieure, c'est ton coéquipier. C'est la joie, le partage de la joie commune. Mais il y a aussi des autres choses que je suis curieux. C'est peut-être que tu as beaucoup plus de connexion avec un coéquipier, tu veux jouer avec ton coéquipier parce que tu partages les mêmes sentiments pour quelque chose de supérieur comme peut-être la religion, peut-être un hobby, peut-être une activité en commun que tu fais, peut-être d'histoire de vie similaire. Je me rappelle une des choses aussi la saison dernière avec les groupes. Je l'ai dit particulièrement, il y a des joueurs qui jouaient dans un secteur similaire dans le terrain, à l'OM, qui après Rome, et ce retiro qu'on a fait à Rome, ils se sont dit, une des meilleures choses qui est passée, c'est que j'ai découvert l'autre, et qu'en fait, on a la même façon de voir la religion. Et je me suis dit, waouh, ce sont des personnes qui pendant toute l'année, tu partages des moments, mais tu ne fais jamais une connexion. Ils ont fait une connexion parce qu'ils se sont parlé, ils ont découvert qu'à Rome, ils avaient la même façon d'interpréter la religion. Quand il y a quelque chose qui est supérieur à ton intérêt personnel, ton individuel, et tu cherches de le mettre dans un plan supérieur, c'est curieux. Je ne sais pas, peut-être que c'est polémique. Ce n'est pas contre les confessionnels, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais je me rends compte que beaucoup de fois, beaucoup de joueurs qui sont en sentiment de partage avec la religion, ils sont en sentiment du collectif groupal, que c'est différent. C'est une des choses que j'ai analysé beaucoup dans les dernières années. D'accord. Après, ça peut être religion, ça peut être d'autres choses, effectivement. L'idée, c'est de, oui, si je comprends bien, c'est de dépasser l'individuel pour vraiment trouver des choses qui nous relient à l'échelle d'un groupe ou
deux personnes, trois personnes ensemble. En fait, ça va créer des connexions entre les gens qui vont leur permettre de dépasser leur performance, en fait. Dans les plans supérieurs aussi, j'ai trouvé des choses dans ma carrière, non, pour rentrer dans des autres sujets qui ne sont pas la religion, mais des joueurs qui ont fait la connexion parce que tous les trois, ils ne savaient pas que tous les trois, ils voulaient commencer à jouer au golf. Ah oui, d'accord. Au même moment, ils ne savaient pas. Et d'un jour au lendemain, j'ai fait cette connexion parce que moi aussi, j'ai joué au golf. Et j'ai fait les commentaires du golf. Et les trois disent, ah, j'ai commencé à, moi aussi. Et moi aussi. Ils ont commencé à jouer ensemble. Et voilà. Des fois, ça peut être des choses très simples. Voilà. Complètement. Très bien. Alors, quelques petites questions. Petites questions en mode question-réponse rapide. Ton premier smartphone, c'était à quel âge? Wow, je crois que c'était la BlackBerry. Donc, BlackBerry. j'étais connecté au Nokia et tout ça. 15 ans. 15 ans? Ok. T'es plutôt SMS, écrit ou vocal? J'étais plutôt SMS. En Argentine, je suis obligé au vocal. Tout le monde utilise le vocal. Tout utilisé vocal en Argentine. Ok. Et t'as plusieurs smartphones, plusieurs téléphones? Un pour le J'avais travail, j'avais avant 3. Maintenant, j'ai mis tout sur les SIM, nous sommes sauvés la vie, surtout pour les poids. Mais je suis arrivé à avoir 3, spécialement un numéro italien, un numéro espagnol, un numéro français. Maintenant, j'ai mis les numéros argentins et les numéros français tout en un. D'accord. Donc après, tu peux couper sur ton téléphone un numéro ou l'autre pour justement déconnecter si tu as besoin. Tu passes combien d'heures par jour sur ton smartphone, à peu près? J'ai regardé, j'ai un moyen de 5h30 par jour. Ton appli préférée, c'est quoi? Je crois que celle que j'utilise le plus, c'est WhatsApp. Voilà, pour communiquer. Et un pronostic pour la Coupe du Monde? Bon, Espagne et Argentine, allez, Ah ouais. on peut la faire comme ça, je cherche d'être... Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pablo, pour ces échanges. Merci aussi pour ton soutien par rapport à notre mouvement Pouce et l'association Attention Hyperconnexion. Et puis, bonne chance en Argentine. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'était un plaisir. 1264, and I report of squirrel.